Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S406 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 avril 2022. La Story vous est présentée cette semaine par Nikon. Le lien fondamental noué entre l'humain et le corail est plus ténu que jamais. Illustration grandeur nature en Indonésie, sur la petite île d'Atamin, en mer de Flores, près du parc national de Komodo. Photographe et biologiste marin, Martin Colognoli a partagé le quotidien d'une communauté de pêcheurs dans le village de Seraya Bessar, au fil de séjours réguliers de plusieurs mois, pendant 6 ans. Passionné par les interactions entre l'être humain et l'ensemble du monde vivant, il a témoigné, en images, des difficultés quotidiennes de ces populations sédentarisées pour subvenir à leurs besoins. La destruction progressive du récif corallien, à la fois victime du réchauffement climatique et de décennies de pêche intensive à la dynamite, oblige ces anciens nomades de la mer à naviguer plus loin pour trouver des poissons. Ce travail au long cours a finalement pris la forme d'un livre intitulé Corail, dans lequel les photos, couleur et noir et blanc, montrent autant les individus que cet indispensable écosystème vivant. C'était le but justement de ce livre, c'est de raconter cette ultra-dépendance que l'humain ne peut pas exister sans le corail, de parler aussi de l'impact en fait que n'importe qui sur la planète peut avoir sur des populations locales qui dépendent directement de la pêche. C'est pas des gens qui cultivent, c'est des gens qui se servent dans le milieu. Ils dépendent vraiment de la bonne santé du milieu, contrairement à des pays qui dépendraient de l'agriculture où on peut quand même se détacher un peu des milieux naturels pour pouvoir tenter de survivre un moment. On a plus de stabilité, on va dire. Eux ne l'ont pas, et on le sent très vite. La préface du livre est signée Charlie Veron. Le biologiste australien, considéré comme le parrain du corail, raconte comment il est devenu militant après qu'il a témoigné des dégâts causés par des bombes artisanales à base d'engrais et de diesel sur les récifs philippins. Une source d'inspiration pour le jeune biologiste français. Co-fondateur de l'association Coral Guardian, Martin Colognoli a initié un programme qui implique les communautés locales dans la restauration, la protection et la valorisation de l'écosystème corallien sur l'île d'Atamin. Après mes études, je suis parti travailler dans une ferme d'exportation de poissons tropicaux et de coraux vivants pour les aquariums. J'ai fait ça pendant à peu près 1 an. C'était de l'exploitation des milieux naturels, de l'exploitation humaine, des pêcheurs en leur demandant d'aller en quelque sorte piller leur écosystème pour ensuite distribuer sur le marché des aquariums, qui n'est pas quelque chose qui nous fait vivre directement, c'est-à-dire on ne mange pas les poissons, c'est vraiment pour le plaisir. C'est de là qu'est née l'idée de l'association, impliquer les pêcheurs traditionnels dans la protection des écosystèmes dont ils dépendent, le corail, les récifs coralliens, et tout ça a commencé en 2012. À terme, le but est de rendre la communauté de pêcheurs totalement autonome et de prouver que la main de l'homme peut inverser la tendance. Nous, le but, c'est vraiment de les former, mais que ce soit eux les maîtres de ce programme, de les rendre complètement autonomes et maîtres de tout ce qui va se passer sur le terrain. Donc, mettre en place une aire marine protégée, définir les zones, récolter les coraux, fabriquer les structures, transplanter les coraux, suivre l'évolution du retour de biodiversité, faire un suivi des pêches pour connaître un peu aussi l'évolution des stocks de pêche. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui met en avant en fait vraiment ces populations locales. Suite à une demande de l'association, la zone marine est officiellement protégée par le gouvernement indonésien depuis septembre 2019. En 5 ans, quelques 40 000 coraux ont été transplantés, avec pour conséquence concrète 30 fois plus de poissons, et sur le plan humain, la création d'emplois au niveau local. L'association ambitionne désormais de développer son activité dans les Caraïbes, l'océan Indien, la mer Rouge, ainsi qu'en mer Méditerranée. Un écosystème corallien différent, mais tout aussi important. C'est super, Benjamin, cette histoire. Tu peux nous dire un peu plus sur le livre, du coup ? Alors, le livre vient de paraître, donc il s'appelle Corail aux éditions Emeria. On le trouve au prix de 59 € dans toutes les bonnes librairies. Et je pense que c'est des thématiques qui vont évidemment parler à notre invité. Laurent, tu es à la fois photographe, mais tu es aussi biologiste. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la différence entre les récifs coralliens et les récifs coralligènes dont tu parles, toi, dans Planète Méditerranée, par exemple? Oui, il y a... Alors, c'est vrai que d'un point de vue visuel,
Bon, c'est assez similaire si on oublie la profondeur, hein, évidemment qu'il est distinct puisque les récifs coralliens des tropiques sont juste là collés sous la surface et disparaissent au fur et à mesure qu'on descend en profondeur, alors que ces récifs coralligènes de Méditerranée commencent à trouver leurs conditions à partir de 50 ou 60 mètres de profondeur et s'épanouissent bon an mal an jusqu'à 120 mètres puis disparaissent. Donc ouais, la différence s'arrête là, c'est-à-dire que la vraie similitude c'est ça, c'est que dans les deux cas, ce sont les êtres vivants eux-mêmes qui fabriquent leur biotope. Ça visuellement après parfois c'est très ressemblant, voilà. Après, quand on rentre dans le détail, c'est différent. Le récif corallien, par définition, ce sont des coraux, diverses espèces de coraux qui fabriquent le récif. Dans le cas des récifs coralligènes, les coraux eux-mêmes sont minoritaires finalement dans ce rôle de bâtisseurs. Il y a énormément d'autres organismes. On pourrait presque par chauvinisme dire que c'est plus varié sur un récif coralligène, puisqu'il y a beaucoup plus d'espèces appartenant à des groupes beaucoup plus différents qui sont ces espèces qui bâtissent le récif. C'est des algues de pierre, des algues calcaires, c'est des éponges calcaires, c'est des vers marins avec leurs petits tubes, c'est des mollusques avec leurs coquilles, quelques coraux bien sûr, voilà. Et c'est tout ça mis en place qui bâtissent le récif. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on voit dans les récifs, que ce soit les récifs coralliens des tropiques ou les récifs coralligènes que je connais beaucoup mieux finalement, même s'ils sont plus inaccessibles, c'est qu'on voit le côté magnifique de ces bâtisseurs vivants, etc. Mais on oublie que ce qui fait vraiment la force de ces récifs, ce n'est pas que les bâtisseurs. C'est au contraire, paradoxalement, un bras de fer permanent entre, d'un côté, des êtres vivants bâtisseurs et de l'autre côté, des êtres vivants destructeurs, démolisseurs. Et c'est parce qu'il y a ce bras de fer permanent qu'on arrive à des systèmes extrêmement chaotiques, alvéolaires, creusés de mille et une grottes. Mais les démolisseurs qui sont pas humains dans ce cas. Non, parce que là, voilà. Alors, tout est question d'équilibre. Il se trouve que voilà, l'évolution a fait que ce bras de fer est équilibré et que ça bâtit, ça détruit, ça bâtit, ça détruit, et ça crée quelque chose de finalement extrêmement chaotique et donc favorable à une recrudescence encore plus de biodiversité. Si on n'avait que des animaux bâtisseurs, les récifs seraient des sortes de murs monolithiques lisses, sans aspérité et dépourvus finalement de diversité. Mais comme il y a ce bras de fer permanent, eh bien ça attire encore plus, ça attire encore une troisième catégorie qui va être les profiteurs, les squatteurs, les opportunistes qui vont venir se cacher dans ce récif. Ça, c'est valable autant pour le récif corallien que pour le récif coralligène. Évidemment, malheureusement, aujourd'hui, parmi les démolisseurs, il y a l'intervention humaine qui déséquilibre tout ça et qui fait que, en particulier pour les récifs coralliens qui subissent de plein fouet le réchauffement et les pollutions directes, malheureusement, les démolisseurs gagnent du terrain par l'aide involontaire ou juste par négligence de l'espèce humaine, oui. On l'a vu dans la story de Benjamin, il y a un livre qui accompagne le travail de Martin Colognoli. C'est quoi l'importance pour toi du livre photographique ? On l'a évoqué, tu as déjà signé 14 ouvrages, le dernier est aussi édité chez Emeria. C'est quoi l'importance du livre photo pour toi ? Je sais pas. Je veux croire encore à la force d'un ouvrage qui fait qu'à un moment donné, on fait un vrai travail de sélectif, qu'on se pose vraiment la question de quelle photo on montre et laquelle on ne montre pas. Tout ça, quand je dis ça, c'est comparé à tout ce qu'on peut faire sur des réseaux sociaux où on peut poster des images sans se poser de questions avec 1001 commentaires et 1001 ressentis immédiats. Bon, voilà, ça a sa valeur sans doute. Est-ce que le livre deviendrait has-been aujourd'hui, puisque finalement quand on vend 30 000 livres, on parle d'un succès. Mais quand on regarde le nombre de vues d'une photo sur Instagram, 30 000, c'est ridicule. Enfin, la photo, elle est gratos. Le bouquin, faut aller, faut faire la démarche de l'acheter quand même. Bien sûr, oui, bien sûr.
je nourris encore l'espoir de faire des livres dans le futur, peut-être. Ça coûte beaucoup d'énergie parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui va rester, donc il faut mettre vraiment le meilleur de soi-même, être le plus sincère et authentique possible. Voilà, je me dis que dans le livre, par rapport à toutes les autres formes de présentation d'un travail photographique, il y a le fait parce qu'il y a quelque chose de définitif, on fait beaucoup plus attention à ce qui est livré. C'est ce que je crois, et c'est peut-être ça qui fait encore la force d'un livre. Voilà, c'est quand même étonnant que à l'heure où on se plaint, et on a raison de se plaindre d'être devenu trop matérialiste, trop consumériste, on veut avoir 1001 choses, eh bien finalement c'est les objets qui seraient les plus légitimes qui perdent en vitesse. C'est-à-dire qu'à l'heure où on veut tous une voiture, où on veut tous un écran dans chaque pièce de la maison, voilà, où on est des consommateurs, même pour les plus raisonnés d'entre nous, c'est déjà trop. Pour autant, on veut plus de livres, quoi. Alors ça, il y a quelque chose de paradoxal là où... Après, c'est cyclique, hein. Et puis là, tu as le retour des vinyles, ou par exemple, mais ça, ce sera un autre débat, hein. C'est passionnant. Ouais. Hein, non, mais peut-être que... Non, voilà, c'est difficile d'avoir un avis tranché, de dire oui, bien sûr, les livres, il n'y a pas mieux, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même plus de facilité à... Enfin, moi, je me souviens, gamin, aller régulièrement à la librairie en ville ou à la bibliothèque, voir s'ils avaient un nouveau livre sur le monde sous-marin. Et d'un coup, j'avais une petite fenêtre merveilleuse comme ça. Alors, du coup, ça avait une valeur énorme. Aujourd'hui, un gamin qui se passionne pour le monde sous-marin, c'est facile pour lui. Il a accès à des milliards d'images, de films, juste avec 2 clics. Voilà. Mais en même temps, il va peut-être se noyer dans plein de choses. Voilà, il va avoir accès à beaucoup de choses, mais est-ce qu'il aura accès au meilleur? C'est moins sûr. Bah, rien vaut un bouquin au coin du feu, hein. C'est ça. Merci, moi j'aime bien ton analyse, je la trouve très sincère et très juste autour de l'objet livre photo, de ce qu'on en fait, de ce qu'on peut imaginer avec. Merci Benjamin pour cette belle story, une fois de plus.